Le téléphone sonna à minuit, 3 semaines après la célébration. James Harford fixa le numéro inconnu sur son écran, sa main hésitant sur le bouton de réponse. La voix à l'autre bout était à peine un murmure, tendu d'urgence. « Monsieur Harford, c'est Marina d'Elegant Events. J'ai enregistré quelque chose à la fête de fiançailles de votre fille. Quelque chose de terrible. Vous devez venir seul demain. S'il vous plaît, ne dites rien à Elisabeth. » La ligne devint muette avant qu'il ne puisse poser une seule question. Dans l'obscurité de sa chambre, James sentit son cœur martelé contre ses côtes. Qu'est-ce que Marina avait découvert? James Harford était un veuf de 56 ans, un entrepreneur en construction prospère qui avait bâti son entreprise à partir de rien sur 30 ans. Sa fille Elisabeth était tout son monde, surtout depuis qu'il avait perdu sa femme Catherine d'un cancer 5 ans auparavant. Elisabeth avait 28 ans, rayonnante, au cœur bon, et nouvellement fiancée à Preston Whitmore, un charmant banquier d'investissement d'une famille éminente. James avait élevé Elisabeth seule durant ses années de lycée, l'université et jusqu'à l'âge adulte. Il assistait à chaque récital, chaque remise de diplôme, chaque moment important. Quand Catherine mourut, il fit une promesse à son chevet. « Je prendrai soin de notre fille. Je m'assurerai qu'elle soit heureuse. » La fête de fiançailles 3 semaines auparavant avait été magnifique. James n'avait lésiné sur aucune dépense. Les jardins du Riverside Manor avaient été transformés en un décor de contes de fées avec des milliers de lumières, de la musique live et plus de 200 invités. Elisabeth resplendissait dans sa robe champagne. Preston se tenait à côté d'elle, parfait dans son costume sur mesure, charmant tout le monde avec une aisance pratiquée. James avait engagé Elegant Events, les meilleurs coordinateurs de la ville. Marina Lopez était la coordinatrice principale, une femme professionnelle dans la quarantaine connue pour son attention aux détails. Elle avait des caméras partout cette nuit-là, documentant chaque moment pour la future planification du mariage d'Elisabeth. Cette nuit-là, James avait porté un toast qui avait fait pleurer Elisabeth de larmes de joie. Les parents de Preston, les Whitmore, se tenaient avec des sourires figés qui n'atteignaient jamais vraiment leurs yeux. Mais James avait écarté son malaise. Il voulait que sa fille soit heureuse. C'était tout ce qui comptait. Maintenant, 3 semaines plus tard, cet appel de minuit brisait sa paix. Le lendemain matin, James conduisit jusqu'au bureau de Marina dans le quartier industriel. Ses mains serraient le volant trop fort. Son esprit courait avec des possibilités. Preston avait-il fait quelque chose d'inapproprié? Y avait-il eu un scandale qu'il avait manqué? Le bureau de Marina était petit, encombré d'équipements et de portfolios d'événements. Elle avait l'air épuisée, des cernes sombres sous les yeux. Elle verrouilla la porte derrière lui. « Monsieur Harford, j'ai débattu de vous appeler pendant 2 semaines. Je n'ai pas dormi. J'ai prié à ce sujet. Mais vous devez connaître la vérité. » « Quelle vérité ?» James sentit son estomac se serrer. Marina alluma un grand moniteur. « Je passais en revue les images pour créer la vidéo des moments forts pour Elisabeth. Toutes nos caméras ont un temps d'enregistrement prolongé. Elles capturent tout, même les moments entre les prises formelles. » Son doigt planait au-dessus du bouton de lecture. Ce que je suis sur le point de vous montrer, c'est arrivé dans le kiosque du jardin vers 10h30 ce soir-là. Elisabeth était à l'intérieur en train de parler avec des invités. J'ai enregistré ça par accident. Avez-vous déjà ressenti le moment avant une terrible nouvelle, quand le monde semble retenir son souffle, quand vous savez que votre vie est sur le point de changer, mais que vous ne pouvez pas l'arrêter? Marina appuya sur lecture. L'image montrait le kiosque du jardin, drapé de roses blanches et de lumière féerique. Preston apparut à l'écran, sa cravate desserrée, un verre de champagne à la main. Il était au téléphone, faisant les 100 pas. « Non, mère, je sais ce que je fais. » La voix de Preston résonnait clairement. « Oui, la fille Harford est fade comparée à Stéphanie, mais ce n'est pas une question d'apparence. C'est une question de stratégie à long terme. » James sentit la glace se former dans sa poitrine. Preston continua, sa voix prenant un ton cruel que James n'avait jamais entendu. Son père vaut au moins 15 millions, probablement plus. L'entreprise, les propriétés, les comptes d'investissement. Quand nous nous marierons, j'aurai accès à tout. 2 ans, peut-être 3, puis un divorce discret. Sans faute, différences irréconciliables. Je repartirai avec la moitié de tout ce qu'elle hérite. Un rire de femme crépita dans le haut-parleur du téléphone de Preston. Sa mère et la fille elle-même? La voix de Madame Whitmore était du pur venin. Peux-tu la tolérer aussi longtemps? Elle est pathétiquement reconnaissante pour la moindre attention. Facile à manipuler. Elle pense vraiment que je l'aime. Preston rit, un son qui glaça le sang de James. Elle a les larmes aux yeux chaque fois que je la complimente.
C'est presque triste à quel point elle est désespérée de croire que quelqu'un comme moi la voudrait vraiment pour elle-même. Et le père? L'entrepreneur? Un type de la classe ouvrière qui a eu de la chance avec quelques bâtiments. Il est tellement empressé de plaire, tellement désespéré de voir sa fille heureuse, qu'il ne pose aucune vraie question. Je pourrais probablement le convaincre d'investir dans certaines de mes opportunités avant le mariage. Le saigner des deux côtés. Marina arrêta la vidéo. Le silence dans le bureau était assourdissant. James ne pouvait pas respirer. La pièce tournait. Il voyait le kiosque, figé à l'écran, ces belles roses blanches qu'il avait payées, créant l'arrière-plan parfait pour la destruction de sa fille. « Il y a plus » murmura Marina. « Dois-je continuer » James hocha la tête, bien que chaque cellule de son corps criait de fuir, de ne pas voir cela, de ne pas connaître cette vérité. Marina fit une avance rapide. Un autre clip, Preston dans la bibliothèque du manoir, cette fois avec 2 H. Homme que James reconnaissait vaguement comme ses amis de la fête. Fiancé à ça, dit l'un d'eux, clairement ivre. Preston, c'est ainsi sur 10 au mieux. Qu'est-il arrivé entre toi et Stéphanie? Le père de Stéphanie a tout perdu dans le krach boursier. Pas d'argent, pas d'intérêt. La voix de Preston était désinvolte, discutant de sa fiancée comme d'une transaction commerciale. Elizabeth Hartford n'est peut-être pas matérielle de mannequin, mais son compte en banque est magnifique. Et elle est tellement peu sûre d'elle qu'elle ne me questionnera jamais. Je peux faire ce que je veux, voir qui je veux, et laissera juste plus fort de me plaire. Les hommes rirent. Ils rirent vraiment. Tu es un salaud froid, dit l'un avec admiration. Je suis un salaud pratique, corrigea Preston. L'amour est pour les gens qui peuvent se le permettre. Je construis un empire, et chaque empire a besoin de ressources. Elizabeth Hartford est une ressource. Marina éteignit le moniteur. James restait immobile, son visage livide. « Monsieur Hartford ?» La voix de Marina semblait venir de très loin. « Ça va? Ça allait ?» Sa fille, sa précieuse Elizabeth qui dormait encore avec le lapin en peluche que sa mère lui avait donné, qui faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux, qui croyait aux contes de fées et au vrai amour, elle était piégée pour être détruite par un prédateur en costume couté. James pensa à Catherine sur son lit de mort. « Promets-moi, » avait-elle murmuré, sa main froide dans la sienne. « Promets-moi que tu la protégeras. Le monde peut être cruel. Ne laisse personne faire du mal à notre bébé. »« Je promets, » avait-il dit. « Et maintenant ça. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir Elizabeth directement ?» demanda James, sa voix rauque. Les yeux de Marina se remplirent de larmes. « Parce que je savais qu'elle ne le croirait pas. Elle est amoureuse, monsieur Hartford. Quand les gens sont amoureux, ils trouvent des moyens d'expliquer n'importe quoi. Elle se convaincrait que Preston plaisantait, ou que c'était hors contexte, ou que j'avais trafiqué les images. Et alors elle me détesterait, et vous perdriez la chance de la protéger correctement. » James savait que Marina avait raison. Elizabeth était folle amoureuse. Elle parlait de Preston constamment. Elle avait déjà commencé à planifier le mariage. Si James lui montrait ces images, elle trouverait un moyen de les rationaliser. Ou pire, elle confronterait Preston, et la manipulerait pour qu'elle doute de son propre père. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda James, et pour la première fois depuis des années, il se sentit impuissant. « Perdu. C'est pourquoi je vous ai appelé seul, » dit Marina doucement. « Vous deviez connaître la vérité. Mais comment vous utilisez cette vérité? Ça nécessite une sagesse au-delà de ce que je peux donner. » James rentra chez lui dans un état second. Il passa sa journée mécaniquement, rencontrant des entrepreneurs, révisant des plans, signant des documents. Mais son esprit était ailleurs, rejouant ces mots encore et encore. La fille Hartford est fade, pathétiquement reconnaissante. Une ressource. Ce soir-là, Elizabeth vint dîner, comme elle le faisait chaque mardi. Elle débordait d'excitation à propos des lieux de mariage, de la suggestion de Preston de passer leur lune de miel à Bali, de sa chance. « Papa, tu peux croire qu'il m'a choisi ?» dit-elle, ses yeux brillants. « Parmi tout le monde, il m'a choisi. » James regarda sa fille et vit ce qu'il avait manqué auparavant. L'insécurité sous son sourire. L'incrédulité en sa propre valeur. Quand avait-elle commencé à se mesurer comme insuffisante? Quand Catherine était vivante, elle rappelait constamment à Elizabeth sa valeur. « Tu es intelligente, tu es gentille, tu es belle à l'intérieur comme à l'extérieur. » Mais après la mort de Catherine, James s'était concentré sur la subsistance, sur la construction de la sécurité financière, sur s'assurer qu'Elizabeth avait tout le confort matériel. Avait-il oublié de construire son esprit? Preston avait trouvé cette fissure dans ses fondations et planifié de l'exploiter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. James s'excusa
et alla dans son bureau. Il s'agenouilla près de la fenêtre où les cendres de Catherine reposaient dans une urne sur l'étagère. « Aide-moi » murmura-t-il. « Je ne sais pas comment la sauver de ça sans la détruire. » La réponse ne vint pas comme une voix, mais comme un souvenir. Catherine, il y a des années, quand Élisabeth luttait contre des intimidateurs au collège. Nous ne pouvons pas combattre toutes ces batailles pour elle, James. Nous devons lui apprendre à reconnaître sa propre valeur. Alors elle saura quand quelqu'un la traite comme moins qu'elle ne mérite. Lui apprendre à reconnaître sa valeur. James passa les 3 jours suivants en planification minutieuse. Il passa des appels téléphoniques. Il engagea un détective privé. Et ce que le détective trouva était pire qu'il ne l'avait imaginé. Preston avait fait ça avant. 2 fois. 2 fiançailles précédentes avec des femmes de famille riches. Les 2 se terminèrent par un divorce après moins de 3 ans. Les 2 femmes repartirent financièrement dévastées et émotionnellement détruites. Preston Whitmore était un prédateur professionnel. Mais James ne pouvait pas simplement montrer des preuves à Elizabeth. Elle résisterait, défendrait, rationaliserait. Il avait besoin de quelque chose de plus puissant que des faits. Il avait besoin qu'elle voie la vérité elle-même. Il appela Marina. « J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Pouvez-vous organiser un petit dîner? Dites à Preston que c'est pour des clients potentiels, des gens influents. Faites-lui croire que c'est une opportunité qu'il ne peut pas refuser. »« Qu'est-ce que vous planifiez ?» demanda Marina. « Je vais lui donner assez de cordes pour se pendre. Mais j'ai besoin qu'Élisabeth le voie se produire. » Le dé. Dîner fut fixé au vendredi suivant. Marina dit à Preston qu'elle avait plusieurs clients riches intéressés par des opportunités d'investissement et qu'elle avait mentionné son nom. Aimerait-il assister et réseauter? Preston accepta immédiatement. Marina dit à Elizabeth que son père était honoré par la communauté de planification d'événements et aimerait-elle venir le surprendre? Elizabeth dit oui, impatiente de célébrer son papa. La scène était plantée. Le dîner était dans la salle privée d'un restaurant haut de gamme. James arriva tôt avec Elizabeth. Marina avait arrangé pour qu'ils attendent dans une pièce adjacente avec un miroir sans teint, conçu à l'origine pour que les fêtes privées prévisualisent la configuration. « Pourquoi nous cachons-nous » demanda Elizabeth, confuse. Marina voulait que ce soit une entrée surprise, mentit James, se détestant pour la tromperie. Mais c'était nécessaire. À travers le miroir, ils regardèrent Preston arriver. Il travailla la salle comme un requin, tout charme et sourire calculé. Marina avait engagé des acteurs pour jouer des investisseurs potentiels riches. Ils engagèrent Preston dans une conversation. Puis Marina, suivant le script de James, mentionna avec désinvolture. « Alors votre mariage approche? Votre fiancé doit être excité. » Le sourire de Preston devint condescendant. « Elizabeth? Oh, elle est ravie. C'est probablement la meilleure chose qui lui arrivera jamais, la pauvre. »« Pauvre chose ?» un des acteurs sonda, jouant la curiosité. Elle est gentille, mais soyons honnêtes, elle n'est pas exactement dans ma ligue. C'est plus un arrangement pratique. Son père a des actifs substantiels et j'ai des goûts coûteux. La main d'Elizabeth vola à sa bouche. Preston continua, se réchauffant à son public, ne sachant pas que sa fiancée se tenait à 3 mètres derrière une vitre. Le mariage est une transaction commerciale quand on y pense. Je fournis le statut et l'excitation. Elle fournit l'accès à la fortune de son père. Quand viendra le moment de dissoudre le partenariat, j'aurai sécurisé mon avenir financier. « Vous ne l'aimez pas ?» demanda un autre acteur. Preston rit. « L'amour est pour les cartes de vœux et les gens qui ne peuvent pas se permettre de meilleures options. Je construis la richesse. Elizabeth Hartford est un moyen pour arriver à une fin. » Le visage d'Elizabeth était devenu blanc. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. James entoura son bras autour de ses épaules alors qu'elle tremblait. Une partie de lui voulait faire irruption par cette porte et détruire Preston de ses mains nues. Mais il resta immobile. Elle avait besoin d'entendre tout cela. Et si elle découvre? L'acteur insista. Elle ne le fera pas. La fille est tellement désespérée d'être choisie, tellement convaincue qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle croira tout ce que je lui dis. Je pourrais probablement la tromper ouvertement et elle se blâmerait elle-même. Preston sirota son vin, détendu, confiant. Son estime de soi est au sous-sol. Ça la rend incroyablement facile à contrôler. Ça suffisait. James conduisit doucement Elizabeth hors de la pièce et hors du restaurant. Elle bougeait comme une somnambule, mécaniquement, son visage vide de choc. Dans sa voiture, elle se brisa finalement. Des sanglots profonds et déchirants qui venaient de quelque part d'anciens et de blessés. James tint sa fille pendant qu'elle pleurait, et ses propres larmes tombèrent dans ses cheveux. « Je suis si stupide »
halta-t-elle entre les sanglots. Si stupide? Non, dit fermement James. Tu n'es pas stupide. Tu fais confiance. Tu aimes. Ce sont de belles qualités. C'est lui qui est brisé, pas toi. Il a dit que je n'étais pas assez bien, que j'étais désespéré. Que j'étais? Il a tort. James recula pour regarder sa fille dans les yeux. Élisabeth, écoute-moi. Ta mère et moi t'avons élevée pour voir le bien chez les gens. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, mais certaines personnes profiteront de cette force. Ça ne veut pas dire que tu changes qui tu es. Ça veut dire que tu apprends à reconnaître qui ils sont. Je l'aimais, murmura Élisabeth. Tu aimais qui tu pensais qu'il était. Mais cette personne n'existe pas. Tu es tombée amoureuse d'un masque. Ils restèrent dans la voiture pendant 1 heure. James lui dit tout. Les images de la fête de fiançailles. L'enquête. Les anciennes fiancées. Il lui montra toutes les preuves, et cette fois, ayant entendu les mots de Preston de ses propres oreilles, elle pouvait les recevoir. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite ?» demanda-t-elle. « M'aurais-tu cru ?» Élisabeth resta silencieuse pendant un long moment. « Non, admit-elle, j'aurais pensé que tu étais surprotecteur. Je l'aurais défendu. Je sais, c'est pourquoi j'avais besoin que tu voies par toi-même. Je me sens si brisé. Papa, tu n'es pas brisé, tu es blessé. Il y a une différence. Les choses brisées ne peuvent pas guérir. Les choses blessées peuvent. » Le lendemain matin, Élisabeth annula les fiançailles. Preston se présenta à la maison, toutes excuses pratiquées et manipulations. Mais Élisabeth, avec son père debout à côté d'elle, ne vacilla pas. « Je sais ce que tu es, » dit-elle calmement. « Je t'ai entendu. Tes mots, ton plan, tout. » Le masque de Preston glissa. Pendant juste un moment, James vit le calcul froid dans ses yeux. Puis l'homme se retourna et partit sans un autre mot. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Élisabeth plaira non seulement la relation, mais la version d'elle-même qui avait été si disposée à croire qu'elle n'était pas assez. Elle alla en thérapie. Elle renoua avec de vieilles amies. Elle passa du temps avec son père, parlant vraiment, partageant vraiment. « Maman me disait que j'avais de la valeur », dit Élisabeth un soir alors qu'ils cuisinaient ensemble. Après sa mort, j'ai oublié ça. J'ai commencé à mesurer ma valeur par le fait que les hommes me voulaient ou non. Ta valeur n'est déterminée par l'opinion de personne d'autre, dit James. Ta mère le savait. J'aurais dû te le rappeler plus souvent. Tu me l'as rappelé en me protégeant, même quand c'était difficile, même quand j'aurais pu te détester pour ça. 6 mois plus tard, Élisabeth était différente, plus forte. Elle avait lancé une organisation à but non lucratif aidant les jeunes femmes à construire leur estime de soi. Elle parlait dans des écoles sur la reconnaissance des relations manipulatrices. Elle avait transformé sa douleur en but. James la regarda parler à un tel événement, et il vit Catherine dans sa force, sa grâce, sa détermination à protéger les autres de la douleur qu'elle avait vécue. Après l'événement, Élisabeth l'étreignit. « Merci de m'avoir assez aimé pour me montrer la vérité. »« Toujours, promit James. Toujours. » Cher ami, combien d'entre nous avons regardé quelqu'un que nous aimons marcher vers la destruction? Combien de fois avons-nous connu la vérité, mais ne savions pas comment la partager d'une manière qui pouvait être reçue? James ne pouvait pas combattre cette bataille pour sa fille, mais il pouvait l'équiper pour la reconnaître elle-même. C'est la différence entre contrôler la vie de quelqu'un et vraiment l'aimer. L'histoire d'Élisabeth nous enseigne quelque chose de profond sur la valeur. Elle a dû apprendre que sa valeur ne venait pas d'être choisie par Preston ou quelqu'un d'autre. Sa valeur était inhérente, construite en elle par un créateur qui ne fait pas d'erreur. Quand nous ne connaissons pas notre propre valeur, nous devenons vulnérables à ceux qui exploiteraient cette incertitude. Mais quand nous nous tenons fermement dans la connaissance de qui nous sommes, aucun prédateur ne peut ébranler cette fondation. Si vous êtes Élisabeth, sachez ceci, vous n'êtes pas défini par qui vous choisit ou qui vous rejette. Vous êtes défini par à qui vous appartenez, un enfant bien-aimé du divin, créé avec un but, aimé au-delà de toute mesure. Si vous êtes James, faisant face à la terrible tâche de regarder quelqu'un que vous aimez être trompé, sachez ceci, la vérité dite dans l'amour, au bon moment, de la bonne manière, a du pouvoir. Parfois l'amour signifie laisser les gens voir de leurs propres yeux plutôt que de simplement leur dire quoi penser. Et si vous avez été blessé comme Élisabeth l'a été, si quelqu'un vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez, entendez ceci, il mentait. Votre valeur n'est pas sujette à débat. Elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. Tenez-vous ferme. Connaissez-vous vous-même. Et ne laissez jamais, jamais personne vous traiter comme moins que le trésor que vous êtes.